Alors d'abord merci à Simon Bréant qui m'a averti de la tenue de ces journées un peu tardivement. Du coup, par conséquent, merci également au comité d'organisation qui a accepté ma communication envoyée tardivement. De ce fait, comme j'avais peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais proposer, je propose également, comme ma camarade, quelque chose qui est encore un peu empirique, qui est un peu à l'état expérimental, à la fois dans mes recherches et dans mes pratiques d'enseignement. Alors, dans Les Indes fourbes, pour ceux qui ont pu le lire, qui est une bande dessinée d'Alain Hérol et de Juanjo Guarnido, qui est publiée en 2020 et sélectionnée au Festival d'Angoulême la même année. Il y a un titre, le titre du chapitre 3, que je trouve problématique, qui s'intitule « Qui traite de ce que verra celui qui lira les mots et regardera les images ». Alors, si toute bande dessinée se caractérise a priori par la coprésence de ces deux langages, celui des mots et celui des images, donc, on peut toutefois remarquer que le titre les distingue, le lecteur ou observateur étant supposé lire le texte, mais regarder les images. Deux verbes pour exprimer du coup deux actes de lecture différents, et a fortiori, ce qu'on a déjà pu dire avant, deux modes d'expression différents. Plus encore, la conjonction de coordination ici, lire les mots et regarder les images, qui lie ces deux actions, peut même nous amener à penser que la lecture du texte viendrait en premier. Dans la coordination, le verbe lire le texte vient avant, ce qui pourrait même donner à penser qu'il y aurait une sorte de primat du texte sur l'image. Il la dominerait en quelque sorte en la précédant dans un ordre logique, en la déterminant et en la programmant. Alors, dans ce titre, c'est certainement de la part des deux auteurs, certainement sans le vouloir, et le titre a surtout pour but, je pense, de pasticher un peu le style des romans et des histoires comiques du début du XVIIe siècle, je pense notamment à Paul Scarron. Mais ici, au contraire, l'hypothèse que je veux soutenir, c'est plutôt que ces deux langages n'auraient pas de relation hiérarchique ou programmatique, mais plutôt collaborative. Plus exactement, on peut supposer que la bande dessinée ne serait pas qu'un lieu de coprésence du texte et de l'image, mais aussi et surtout un lieu de dialogue. Pour définir cette notion de dialogue, je considère bien évidemment la dimension sémiotique de la bande dessinée, et comme le propose Anna Miodrag dans son essai Comics and Language, publié en 2013, d'interroger l'idée que la forme BD serait une forme hybride. Si beaucoup donc, partent du principe que l'interaction entre le texte et l'image transcenderait en fait au sein de l'œuvre de bande dessinée ces deux formes pour devenir une sorte de langage unifié, une sorte de fusion entre deux langages, une forme nouvelle, nous préférons envisager la bande dessinée non pas donc comme la somme de deux langages, mais plutôt comme une forme dans laquelle ces deux langages fonctionnent par interdépendance, le mot a été dit juste avant, ou par dépendance mutuelle au sein de ces pages. Ces derniers, donc texte et image, forts de leur relation de dépendance, pourraient par conséquent être vus comme en dialogue. Leurs associations, leur mise en relation, leur répétition et leur correspondance créeraient une forme de communication constante à travers laquelle les deux parties émettraient une signification en construction le long de plusieurs cases et de plusieurs planches. Cette notion de dialogue n'en demeure pas moins problématique. En bande dessinée, comme je le mettais en exergue tout à l'heure, le texte, qu'il soit récitatif, discursif ou représentatif, n'est pas que programmatif de l'image, et celle-ci n'est d'ailleurs pas que l'illustration du texte. Ce n'est pas le texte qui parle et l'image qui répond. Ainsi, ce que j'aimerais démontrer, c'est que l'idée de logique qui est comprise dans la notion de dialogue permet de penser les relations entre texte et image comme des relations d'interdépendance et de construction presque simultanée du sens. Et ce que j'aimerais montrer dans un deuxième temps,
c'est que cette forme de dialogue serait, en quelque sorte, de dialogue entre texte et image, serait propre à la bande dessinée en raison, justement, de la temporalité et de la quasi-simultanéité de ce dialogue. Au sein d'une case, d'une série de cases, d'une planche, d'une séquence et éventuellement d'une œuvre entière. Ces deux énoncés, texte et image, donc, interviendraient de manière quasi simultanée et permettraient l'émergence, c'est le titre que j'ai souhaité donner, de formes et de structures signifiantes. Ceci étant dit, l'objectif donc de cette communication est avant tout, et c'est le côté empirique, de fournir un modèle analytique et pratique afin d'envisager l'étude de la mise en construction du sens en bande dessinée. Donc d'utiliser l'hybridité de cette forme comme un pivot pour l'analyse de séquences sur le temps long, donc pour aller de la vignette, de la case, vers de plus grandes formes selon un modèle scalaire. Pour cela, j'ai choisi, en raison du coup du faible temps, un corpus plutôt plaisant pour moi, avec deux séquences principales. D'abord, le chapitre 4 du comics Watchmen, qui est intitulé The Watchmaker, et une séquence plus courte du même scénariste, Alan Moore, mais avec un autre dessinateur, le prologue de l'acte 3 de V pour Vendetta. Pourquoi ces œuvres ? Parce que je les maîtrise et parce que j'ai pu les étudier notamment et tester un peu ce que je vais présenter en classe de BTS sur un travail thématique. En deuxième année de BTS, on travaille sur des thèmes transversaux. La discipline n'est pas le français, mais la culture générale et l'expression, donc ce qui peut donner une place quand même assez importante à la bande dessinée. Le thème pour Watchmen, c'était la réunion de deux thèmes, Seul avec tous et À toute vitesse. Pour V pour Vendetta, le thème utilisé était de la musique avant toute chose. Voilà. Donc c'est dans cette perspective-là que j'ai commencé à travailler les deux séquences, mais ce que je propose ici va peut-être un peu plus loin que ce qui a été fait en classe. Donc dans un premier temps, avec la séquence de Watchmen, j'aimerais montrer des approches logiques du dialogue entre texte et image, et notamment les interdépendances et la construction de la signification à l'échelle d'une séquence. Alors, je m'excuse par avance, donc j'ai fait un PowerPoint, mais je trouve qu'il rend assez mal la planche dans son entièreté. Donc je vais faire un va-et-vient entre celui-ci et les planches que j'ai captées numériquement pour qu'elles soient plus facilement appréhendables. En plus, là, c'est un petit peu flou, donc ça permettra peut-être d'avoir une vision un peu plus claire de ces planches. Deuxième excuse, malheureusement, pour pas mal de ces planches, c'est une version anglaise. Je n'ai pas réussi à trouver de version numérique française, donc j'en proposerai une traduction. Pour Watchmen, c'est moins embêtant parce que l'essentiel du rapport texte-image que je présente fonctionne, vous le verrez vite, surtout en anglais. En français, je ne sais pas si ça marche aussi bien. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite, du coup. Voilà. Et voilà, il me semble que c'est quand même un peu mieux comme ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Watchmen est une œuvre particulièrement dense et complexe en raison de sa structure narrative non linéaire. Le 4e chapitre, qui est en train de défiler, il faudra que j'arrête ça juste après, et dans cette œuvre particulièrement double de densité et de complexité. Il repose sur un jeu de strates temporelles à travers lesquelles le personnage principal de ce chapitre, le docteur Manhattan, et le lecteur avec lui voyagent. Ce personnage vivant simultanément son passé, son présent et son futur, l'enchaînement narratif des cases tente de reproduire cette forme de conscience en enchaînant les allers-retours dans le temps de sa vie entre le passé, le présent et un futur qu'il peine à prédire. Cela tout en liant l'histoire du personnage avec, à l'échelle de la construction du récit de l'œuvre, l'imminence d'une fin de l'histoire symbolisée dans l'œuvre par l'horloge atomique.
S'il semble au premier abord que ce soit le texte, alors je reprends ici, le texte dans les cartouches bleues, qui est le monologue intérieur du Dr Manhattan, qui porte l'essentiel de la construction narrative du chapitre, sa portée signifiante, aussi bien concernant la psychologie du personnage que sa contribution à la dimension eschatologique de l'œuvre, ne peut véritablement se lire qu'à travers les relations d'interdépendance permises par le dialogue du texte et de l'image. Est-ce que vous savez comment est-ce que je fais pour arrêter le espace, peut-être? Ouais, pour figer, pardon. Je crois que j'ai réussi en faisant espace. Alors, je commence en fait directement par l'aboutissement. La planche 24, qui est l'une des dernières du chapitre. Et plus particulièrement aux deux dernières vignettes de cette planche, en bas à droite. La couverture du magazine Time, dans lequel on voit la reproduction d'une montre dont les aiguilles ont été gelées par la déflagration atomique d'Hiroshima. Pour la vignette suivante, deux mains qui se touchent autour d'un verre de bière. Le texte de la dernière vignette, continuité de la phrase commencée dans le phylactère précédent. Donc on a sur la couverture, il y a une montre endommagée, qui s'est arrêté à l'instant de la déflagration nucléaire, sa face étant craquelée, hands frozen, littéralement, ses aiguilles figées. Le mot hands, en anglais, renvoie à une double signification, enfin il y en a bien d'autres, mais ici dans ce cas présent, à une double signification, les aiguilles de la montre dans la vignette de gauche et les mains touchant le verre de bière dans la vignette de droite. En plaçant ces deux derniers mots dans la vignette suivante, en faisant un report du phylactère entre ces deux vignettes, les auteurs remotivent une vignette qui a été déjà utilisée auparavant, celle des deux mains se touchant sur le verre de bière, pour leur donner ici, pour redoubler ici, si vous voulez, le signifié. Le mot hands, d'une vignette à l'autre, ne désigne plus seulement les aiguilles de la montre, mais surtout les mains des personnages froides, glacées, d'avoir touché le verre. Je reprends donc la 8e planche du chapitre dans lequel on voit également cette même vignette, et la première fois qu'elle apparaît donc à la 5e planche, également la même. Alors on peut redoubler la relation d'interdépendance, puisque la montre qui était présentée sur la couverture se retrouve à travers une autre montre, celle qu'on retrouve au poignet de l'un des protagonistes tenant le verre de bière. Toutefois, le jeu de sens qui est opéré sur la dernière vignette de la planche 24 ne constitue pas l'entièreté de ce dialogue texte-image. Il est simplement, et c'est pour cela que je commence par cette planche-là, l'un des moments où le dialogue se concrétise et surgit de la manière la plus significative dans ce chapitre, par la juxtaposition de ces deux vignettes. Ce moment, c'est donc celui où la dialectique texte-image est rendue la plus visible pour le lecteur, et cette émergence est préparée depuis le début du chapitre par une série d'adresses et de réponses que l'on peut à la fois énumérer et essayer d'interpréter. Il y a en quelque sorte ici, pour saisir l'hybridité entre texte et image, une sorte de prérequis pour que l'interaction ait lieu. Je rebondis d'ailleurs sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'aspect elliptique de la bande dessinée. Ici, justement, ce qui est intéressant, c'est que ça aurait pu être une ellipse d'un point de vue textuel ou d'un point de vue imagé. La vignette représentant les deux mains sur le verre de bière étant déjà présente avant, les auteurs auraient pu se passer de la remotiver une nouvelle fois. Comme pour le lecteur anglophone, la double signification sur le mot hands aurait également pu être
amui, hein, ce qui montre que ici l'ellipse, elle n'a pas lieu sur ce point-là, et donc elle amène à une complexité et à une construction plus élaborée du sens. J'y reviendrai. En premier lieu, du coup, cette préparation, ce prérequis, est d'abord marqué par l'importance, dans tout le chapitre et dès sa première page, par l'importance graphique du motif de la main. Ce motif est représenté au moins dans plusieurs vignettes de chaque planche et permet, du point de vue du texte narratif, de façonner la construction du chapitre. Le mot « hand » est en effet utilisé dans la première case du chapitre. The photograph is in my hand, mais également dans la dernière partie, dans l'avant-dernière page du chapitre, en quelque sorte pour clore le monologue intérieur du personnage. Donc le phylactère tout en haut à gauche dans la première vignette. Un monde se construit autour de moi. Est-ce moi qui est en train de le façonner ou est-ce que ces contours prédéterminés sont en train de guider ma main ? Le motif de la main, donc d'un point de vue textuel comme d'un point de vue graphique, donc motive et encadre l'ensemble de ce chapitre. Deuxièmement, par la présence tout aussi importante, particulièrement dans ce chapitre, mais également dans toute l'œuvre, du motif de la montre et de son mécanisme, faisant référence au titre du chapitre, Watchmaker, au titre de l'œuvre, sous une interprétation différente, Watchmen, et plus particulièrement dans ce chapitre-là, et qui fait la présentation du personnage du docteur Manhattan, la montre qui est présente sur la main donc, de sa compagne sur le verre de bière, est responsable de sa transformation en sorte de demi-dieu, puisque, oubliée dans la cellule de test nucléaire, c'est elle qui l'amènera à y revenir et à s'y retrouver bloquée puis transformée. La montre aux aiguilles gelées de la couverture Time, dans la planche de tout à l'heure, fait donc écho à celle du personnage féminin, tombée et écrasée également, abîmée, hein, comme celle d'Hiroshima, et responsable du coup de la transformation du personnage. Troisième élément d'interprétation, la vignette des mains se touchant autour du verre de bière, que j'ai montré aux pages 8, 5, aux planches 8, 5 et 24, marque un moment figé dans les souvenirs du personnage, qui est remotivé pour illustrer deux moments décisifs où le temps est suspendu. Donc le jeu de sens ici se redouble d'une réflexion sur le temps, qui est également qui peut se comprendre de deux manières. D'abord par le fait que le temps est figé par l'horloge nucléaire et par cette imminence de la fin pressentie par le personnage du docteur Manhattan, mais également par cette photographie prise et qui est utilisée ici dans la couverture du magazine Time, représentant une montre figée, elle-même figée au sein d'une photographie. Ce qu'on peut dire de plus ici, c'est que on a un autre effet textuel hybride entre le texte et l'image, c'est l'utilisation du nom du magazine Time, bien connu, qui vient redoubler une nouvelle fois ces jeux de sens. Il est intéressant de le noter, celui-là, puisque les auteurs ici font un peu, se donnent une licence. Cette photographie existe, la montre existe réellement, hein, et elle a inspiré les auteurs. Par contre, elle ne vient pas du magazine Time. Il y a une volonté de changer le nom du magazine. Le magazine était Newsweek. Hein, la montre dont on retrouve exactement la même heure figée, forcément. Donc est reprise, hein, le motif de la photo est repris, mais on change la couverture de magazine pour redoubler le sens. Ce chapitre est donc particulièrement éloquent lorsqu'il s'agit d'illustrer la manière dont certaines vignettes concentrent et rendent visibles les relations dialoguées entre texte et image, ce que suggère parfaitement le double sens du texte de la troisième vignette. Alors, je me suis un peu perdu avec ces... Voilà.
le texte de la troisième vignette de la planche 8. Tous les atomes dans la chambre de test sont en train de s'écrier ensemble en même temps. Ici, comme les atomes, les effets de sens et les jeux entre le texte et l'image surgissent durant ce chapitre, durant cette vignette, permettant au lecteur de déchiffrer ce dialogue. Ainsi, les relations logiques qui se sont créées dans ce chapitre permettent bien d'emporter le sens. Elles relient la perception temporelle du personnage à l'imminence de la fin du monde, préparent la trame narrative générale de l'œuvre, et enfin construisent sa dimension métadiscursive. La main, motif redondant du chapitre, est avant tout ici celle des auteurs. En cela, on peut donc envisager ces moments de dialogue entre texte et image qui ressortent fortement dans certaines vignettes comme les plus visibles, notamment comme des moyens de dialoguer aussi entre lecteur et auteur. Dans un deuxième temps, je vais aborder la question de la temporalité du dialogue. Entre texte et image en bande dessinée, en s'interrogeant sur la notion d'asynchronie ou de simultanéité de ce dialogue, en prenant appui sur une autre séquence un peu plus courte, tirée de V pour Vendetta, qui est le prologue de l'acte 3. Grâce à l'analyse de ce chapitre, nous avons vu que du chapitre de Watchmen, pardon, nous avons vu que les énoncés textuels et visuels construisent leur signification sur la durée. Les jeux de correspondance s'élaborent peu à peu jusqu'à devenir extrêmement visibles et permettent une construction par le lecteur du sens. Il y aurait donc une économie du dialogue afin de construire le sens implicite de l'œuvre. Ce qu'on peut affirmer, c'est que cette forme de dialogue est particulièrement propre à la bande dessinée en raison de sa temporalité. Le temps habituel du dialogue, marqué par l'alternance d'un énoncé et de sa réponse, se retrouve dans l'œuvre de bande dessinée faussé par les jeux de correspondance au sein d'une case, d'une série ou d'une planche. Cette temporalité discursive de la bande dessinée peut s'illustrer, je trouve, dans ce prologue de l'acte 3 de V pour Vendetta. On a affaire ici à 6 planches. Alors je les présente une première fois comme ça, qui marque une séquence très courte, une sorte d'ouverture. Le mot est volontaire puisque vous voyez que ces planches ont tout un point commun dans leur construction spatiotopique. Elles ont à chaque fois une vignette assez large pour terminer chaque planche, en bas de chaque planche, un peu avec la forme d'un bandeau, voilà, qu'on peut retrouver ici, qui présente une action se passant quasi simultanément du reste des planches, mais sur un temps légèrement décalé, et compris donc sur une durée de 15 minutes, puisque le personnage que l'on voit est en train de mimer la partition de l'ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovski, donc qui est à peu près minutée à 15 minutes. Le découpage de ces 6 planches avec les vignettes horizontales représente donc le personnage de V en train de conduire, comme un chef d'orchestre, une partition musicale face à un paysage urbain, toujours identique, qui subit, à partir de la 4e vignette, des explosions qui sont à chaque fois, d'un point de vue de la structure, rejetées, qui sont à chaque fois rejetées, décalées à la planche suivante. Vous voyez par exemple ici sur la 3e planche le personnage pointer la tour qui explose à la vignette suivante de la planche suivante. Même effet donc à la fin de la planche de gauche avec l'immeuble qui explose au tout début de la planche suivante. Alors je vais passer une nouvelle fois . Dans cette première planche,
Alors, juste un point, il y a un élément que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que cette séquence en bandeau en bas de chaque planche est, contrairement au reste des planches, silencieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue apparent et que, forcément, la musique ne peut être entendue. Dans la première planche, ici, qui représente des actions se situant dans la tour qui est appelée la tour de l'oreille, malheureusement, donc la qualité n'est pas assez bonne. Hein. C'est écrit ici dans le premier phylactère narratif. On est dans la tour de l'oreille, l'organe qui est utilisé pour écouter les conversations dans cette société où on représente un état policier quasi orwellien, qui permet d'écouter les dissidents au sein de la société. Cette planche, du coup, dans sa 8e vignette, se termine avec une bulle qui figure, avec un texte qui figure « Dead Silence », un silence de mort en français, et enchaîne directement sur la première vignette de l'ouverture solennelle ici. Dès cette première planche, donc, le lecteur peut interpréter la correspondance entre les deux parties et sera attentif à leur moment de dialogue. À partir du moment où le texte motive une réflexion sur l'oreille et sur la sonorité et un bandeau ensuite qui nous présente une partition de musique, le lecteur s'attend à voir les deux entrer en relation. La lecture de la deuxième planche enrichit cette construction en développant le dialogue entre les deux personnages. L'échange entre le personnage de V et le personnage d'Ivy nous indique que la conclusion de l'histoire, c'est le dernier chapitre de V pour Vendetta, que la conclusion de l'histoire approche. Le personnage de V dit à sa jeune comparse « La fin est plus proche que ce que tu crois ». Et elle est déjà écrite, créant ainsi un double jeu de correspondance avec notre séquence en bas de page, celle-ci amorçant la fin. Elle a déjà commencé pour le lecteur. Le personnage de V est déjà en train de jouer sa partition, son plan final est déjà en train de se produire. C'est-à-dire que si ici, on l'a dans le phylactère de la vignette précédente, si ici le personnage d'Ivy sent que quelque chose est en train de se passer, si elle sent que la fin est proche, le lecteur, lui, le sait déjà. D'autre part, la fin, ici, résonne avec le titre de la partition, puisqu'on assiste dans ce prologue à, en quelque sorte, l'ouverture de la fin. En poursuivant ces mêmes jeux de correspondance, je vais aller un peu plus vite, et comme la qualité n'est pas satisfaisante, il faudra que vous me fassiez confiance. En poursuivant ces mêmes jeux de correspondance, les planches suivantes nous montrent la temporalité discursive spécifique de la bande dessinée. Il y a une accumulation d'effets de sens et un jeu sur les sonorités assez marqué qui construit progressivement une quasi-simultanéité de la signification. Le lecteur comprend que peu à peu que les images finales dialoguent en écho avec le reste des planches et finalement que le prologue rassemble au fur et à mesure un jeu sur les sonorités, l'oreille, le silence, la partition, la voix, l'orchestration en une seule image qui éclate, explose en quelque sorte dans la dernière vignette finale des bandeaux situés en bas de planche, le personnage de V faisant une courbette directement au lecteur, hein, puisqu'il n'y a pas de spectateur derrière lui, il s'adresse directement à nous, et comme s'il était non seulement l'orchestrateur des actions narratives qui viennent de se passer, mais en même temps de ce double jeu simultané entre les actions relatées sur les parties supérieures de la planche et leur exécution dans le bandeau final. Alors, 2 minutes pour conclure, du coup. Alors, je finis dans un troisième temps par montrer comment ce type de relation hybride entre texte et image pourrait être utilisé
à d'autres échelles en vue d'être utilisé comme modèle enseignable. Voilà. Donc je présente ici 3 modèles scalaires qui viennent compléter ici les 2 séquences, un chapitre et un prologue. D'abord, à l'échelle de la vignette, une perspective du dialogue texte-image un peu plus amusante, un peu plus simple aussi, et cette fois-ci vraiment spécifique à la forme bande dessinée, puisqu'il est question ici du phylactère. Je parle ici bien évidemment des phylactères du plongeur, fichu métier, et on m'a dit à l'avant, c'est là que se trouvent les munitions, qui sont représentées de manière assez amusante par du gaz, enfin de l'air étant en train de s'échapper de la bouteille d'oxygène du plongeur. Le contour donc de ce phylactère ici reprend de manière imagée l'air s'échappant de ces bouteilles et exprime ce que le plongeur est en train de penser. Ici, on retrouve le topoi de la bulle phylactère utilisée à la fois comme quelque chose d'écrit et comme quelque chose d'imagé. Pour reprendre la citation de Will Eisner, le texte reads as an image, le texte ici se lit comme une image et l'image se lit comme un texte, ou la notion inventée par William Mitchell d'image-texte. Cette citation donc et ce concept viennent contredire et viennent apporter une première réponse au point de départ de ma communication sur la séparation entre texte et image dans les Indes fourbes. À l'échelle de la planche, cette fois, je voulais utiliser comme exemple le manga Kirihito d'Osamu Tezuka, dans lequel le personnage transformé en chien est constamment rabaissé. Et ce que je voulais montrer, c'était que la disposition spatiotopique des vignettes dans la planche venait redoubler ce qui était dit sur le personnage. Il est stigmatisé, discriminé pour son apparence, on le traite comme un chien, littéralement, et on voit dans toutes ces vignettes que sa position au sein des vignettes et au sein de la planche est toujours située sur la partie basse. La disposition et la représentation imagée vient donc redoubler ce qui est dit de ce personnage dans le texte. Enfin, pour clore cette communication, je voulais parler à l'échelle d'une œuvre, et même de plusieurs œuvres, puisqu'il y a plusieurs tomes, de l'Arabe du futur, et notamment du motif du taureau, qui est bien présent dans l'œuvre, parce qu'il fait partie de sa couverture, de sa 4e de couverture, et même si on la déplie de la couverture dépliée, du joli tableau de la couverture dépliée. Dans cette œuvre, le taureau, cette petite figurine de taureau, symbolise pour le papa du personnage principal le fait d'être chez soi. Il la place sur son téléviseur dans sa maison quand il change de pays. Il accompagne donc le personnage au fur et à mesure donc, de ses voyages. Toutefois, il est également un objet de peur qui concentre la relation entre le père et le fils et en même temps la manière dont le fils vit le fait d'être déplacé dans plusieurs pays, en Syrie notamment. Voilà, je vais m'interrompre ici. Merci pour votre attention.